Bonsoir. Il est considéré comme l'un des critiques les plus acerbes du système de santé camerounais. Il pense que la santé doit être en pôle dans l'échelle de préoccupation des États, ce qui ne semble pas être le cas au Cameroun. On tentera de comprendre pourquoi. Il est auteur du livre Stratégie de mise à niveau du système de santé camerounais, réconfiguration ou alors révision des configurations institutionnelles. Il a été sacré meilleur chercheur en santé et de développement en 2019 en Afrique. Il est fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Le docteur Albert Zé est notre invité cette semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes économiste de la santé. Oui, tout à fait. C'est quoi un économiste de la santé? Il fait quoi au quotidien? C'est quoi le travail d'un économiste de la santé? C'est quoi cette discipline d'ailleurs? Oui, c'est une question qui revient d'habitude. Et cette question vient tout le temps parce que c'est un domaine qui n'est pas très connu déjà dans notre société. L'économie de la santé est un domaine de la science économique qui se préoccupe des questions de santé. Donc, notamment l'économiste de la santé a à sa charge d'apporter justement des analyses sur des questions de financement de la santé, l'élaboration des politiques de santé. C'est pour cela que vous voyez que je parle très souvent de couverture santé universelle, de santé en l'an 2000 et tout, parce que c'est des politiques de santé, ça relève du domaine de l'économie de la santé. Et puis également, il y a des questions de renforcement des systèmes de santé, mais également l'évaluation économique des stratégies de santé, comme par exemple dans le cadre de Covid, il faut évaluer de temps en temps les stratégies qui sont mises en place pour voir si elles sont coût efficaces. Et si elles ne le sont pas, il faut recadrer en quelque sorte la riposte d'une certaine manière. Donc, de façon générale, l'économiste de la santé se positionne comme étant le concepteur de l'offre de soins ou alors du marché de la santé qui maintenant met sur pied tout ce contenu qui doit être maintenant implémenté au sein du système de santé. L'hôpital central de Yaoundé est secoué depuis quelques jours par une affaire de soupçon de trafic d'organes humains. À l'origine, c'est un jeune garçon admis dans cette formation sanitaire et qui suit des soins, il subit une opération par après et décède dans des circonstances troubles, encore non élucidées jusqu'ici parce qu'il y a une autopsie qui est programmée sur la question. Encore l'hôpital central de Yaoundé, on a envie de dire, mais pourquoi ces soupçons pèse sur cet hôpital, ces formations sanitaires? Pas simplement pour parler du cas de l'hôpital central Yaoundé, mais d'autres formations sanitaires du pays. Oui, c'est ce que j'allais premièrement dire, que c'est le mal-être de tout le système de santé. C'est-à-dire que depuis des années, je le dis, que ce système de santé est déjà périmé, il faut le revoir. C'est-à-dire que dans son entièreté et dans ses fondements, c'est un système de santé qui mérite d'être revu en totalité. Non seulement dans sa structure, dans ses composantes et autres. Donc c'est un événement vraiment déplorable et je dirais ici que ce sont des événements qui concourent à détruire en quelque sorte l'image du système de santé. Et il faudrait savoir une chose, c'est que la santé est une question de confiance. Et lorsque nous sommes dans notre contexte, notre environnement socio-économique africain, il faut déjà savoir que le système de santé moderne ne bénéficie pas de toute la confiance des populations. Ce qui fait que justement, des événements comme ceci viennent davantage clouer la situation de ce système de santé. Et il aurait été véritablement bénéfique que cette clarification soit faite le plus tôt possible pour que les parties puissent véritablement connaître ce qui s'est produit. Mais je dirais encore une fois de plus ici que la situation vient du fait qu'on n'implique pas suffisamment les populations ou alors les patients dans le processus de prise en charge ou alors le processus de production des soins de santé. Parce qu'il faut le comprendre, il y a une particularité dans le marché de la santé, c'est que le patient est en même temps demandeur des soins de santé, mais également producteur également de ces soins de santé. C'est pareil, même celui qui est du côté de l'offre, c'est-à-dire que le médecin également est patient. Donc c'est un emboîtement qui est assez important à gérer lorsqu'on doit prendre des décisions ou alors lorsqu'on doit concevoir un système de santé qui est efficace et responsable. D'où le problème actuel que vous voyez, d'un côté, vous avez une demande qui pense que l'offre est son adversaire
et ça crée tout ce que vous Une pouvez crise voir. de confiance, Exactement. finalement, qui s'est installée. Conséquence, l'on s'en sort une fois encore avec des violences sur le personnel de santé. On enregistre des cas au quotidien dans différentes formations sanitaires du pays, malgré les appels des hauts responsables du ministère de la Santé publique, parfois le ministre de la Santé publique lui-même qui se fend de tweets et de communiqués pour appeler à l'apaisement. Les violences se poursuivent, il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on parle de cas de violence des usagers sur les personnels de santé. Pourquoi cette affaire, ce fléau perdure? Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tantôt, qu'il existe un problème, c'est qu'il n'existe pas, en fait, le problème qui existe, c'est qu'on ignore la présence d'un marché de la santé. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne que le marché de la santé, c'est quelque chose d'important et comprendre en quelque sorte son mécanisme, son fonctionnement. Lorsque vous n'avez pas cette véritable confrontation entre l'offre et la demande, et tenir compte du fait que le patient qui est en face est également acteur dans la production de ses propres soins, d'où le processus ou alors la vision d'humanisation de soins qui place au centre du processus de production des soins ou bien au centre du marché de la santé le patient. Parce que tout le monde est patient et tout le monde est producteur. Et c'est ça en fait la particularité. Lorsqu'on n'a pas tenu compte de ça, ça va causer des problèmes et on a donc un problème, c'est qu'on a une offre qui est d'un côté et la demande qui est de l'autre. Il n'y a pas cet emboîtement et ça crée donc des tensions où on a l'impression que l'offre fait ces choses qui veut imposer maintenant à la demande et ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que j'ai toujours parlé des fondements de ce système de santé qui continue de fonctionner par les injonctions. Le système de santé, ça ne fonctionne pas par les injonctions. Je vous prends un exemple très simple et peut-être qu'on va y revenir. On dit aux gens, allez vous faire vacciner. On ne leur donne pas la capacité de comprendre le bien fondé de se faire vacciner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le système de santé doit pouvoir donner les capacités aux populations de comprendre le bien fondé des soins produits au niveau du système de santé et que chacun puisse maintenant prendre la décision d'aller maintenant consommer ces soins de santé. Nous reviendrons tout à l'heure sur la question du vaccin, liée peut-être à la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. Mais avant, je voudrais que l'on évoque une autre question. Albert Zé, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui vient d'homologuer un nouveau vaccin, disons un vaccin de lutte contre le paludisme. Je vous aperçois sourire. Et l'Afrique est considérée comme prioritaire parmi les pays qui devront bénéficier de ce vaccin. Quel commentaire vous suggère cette sortie? Certains la présentent comme une grande avancée dans la recherche pour la santé au monde. Je trouve que c'est une arnaque de plus. Ça, il faut qu'on dise les choses normalement. C'est une arnaque de plus et je ne me tue à l'expliquer depuis. On viendra finalement en Afrique nous dire qu'il y a un vaccin contre la malnutrition et on va jubiler. Certains vont en faire des publicités. Est-ce que c'est possible ça? Je prends un exemple très simple. Ceux-là qui produisent le vaccin aujourd'hui nous ont fait comprendre à travers beaucoup d'écrits que le paludisme est une maladie de la pauvreté et de la saleté. Est-ce qu'on peut vous vacciner contre la pauvreté et la saleté? Ce n'est pas possible du tout. On sait ce qu'il faut pour lutter contre le paludisme. On le sait parfaitement. Et puis, venir donner un vaccin aux gens, ça veut dire que le paludisme est une conséquence. Une cause et conséquence de la pauvreté et de la saleté. Ça veut dire que venir vacciner des gens, c'est en quelque sorte soigner des symptômes. Pour ceux qui sont des médecins, ils le savent, soigner des symptômes et ils laissent maintenant le véritable problème. C'est pour ça que je dis que c'est une arnaque parce que ceux qui nous présentent cela comme une solution salutaire aujourd'hui. Mais c'est des milliers d'enfants qui meurent de paludisme chaque année. Des milliers de personnes, pas seulement des enfants, oui, à travers le monde et en Afrique en particulier. C'est tout à fait normal. Mais parce ça aurait que été une bonne nouvelle, non, Albert? C'est tout à fait normal oui. Parce qu'on ne veut pas encore véritablement penser les vraies solutions pour la lutte contre le paludisme. Moi, j'ai été sidéré, il y a de cela, je crois, 1 ou 2 ans, où j'ai vu le recadrage de la lutte contre le paludisme au pays. Et l'une des recommandations, c'est qu'il faut renouveler l'engouement ou alors la volonté politique de lutter contre le paludisme. Vous imaginez, c'est-à-dire que voilà des stratégies que nous avons renouvelé l'engagement politique.
Mais on nous martèle en même temps tous les jours dormir sous une moustiquaire. Alors, je vais vous dire une chose qui est très simple. Nous avons des exemples. Ce n'est pas comme si aujourd'hui personne n'est jamais sorti du paludisme. Qu'est-ce que les autres pays ont fait pour sortir du paludisme? L'histoire nous enseigne que le paludisme existait en Europe. Et qu'ils sont sortis du paludisme. Est-ce qu'il y avait un vaccin dans les années 60? Il n'y en avait pas. Vous avez en Afrique ici, vous avez le Cap-Vert, vous avez l'Algérie. Est-ce qu'il y a eu le vaccin chez eux? Il n'y a pas eu de vaccin. Est-ce qu'on devrait venir vacciner les gens pour nettoyer les alentours de leur maison? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous savons tous aujourd'hui que pour lutter contre le paludisme, il faut assainir l'environnement dans lequel nous vivons parce que c'est grâce à cette saleté que l'anophèle se multiplie, qui est le vecteur justement du paludisme. Mais si on se fait vacciner, je parle en néophyte, vraiment totalement en néophyte, si l'on se fait vacciner contre le paludisme et qu'on en vient à se faire piquer par une anophèle femelle, on est immunisé contre la maladie, on ne fait pas la maladie. Vous savez bel et bien que le vaccin n'est pas une solution miracle. Et elle n'est pas une solution efficace à 100%. Aucun vaccin n'est efficace à 100%. Mais au moins, il prévient. Ça veut dire que vous pouvez être vacciné et avec l'exposition répétitive à l'infection, vous refaites la maladie. La preuve, vous avez le cas Covid devant vous. Donc, vous ne pouvez donc pas dire que vous allez vacciner les gens et les laisser vivre dans la même saleté avec les mêmes moustiques et penser que vous avez fait quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est une arnaque parce que nous allons engager des fonds pour acquérir ces vaccins, engager des campagnes de vaccination, c'est de l'argent qui peut normalement être mis à la disposition des CTD, des communautés, pour pouvoir assainir l'environnement dans lequel nous vivons. Bon, certains estiment que c'est une question de business, une fois encore. Bien sûr. C'est votre cas? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et au sujet... C'est un business au même titre que la moustiquaire. La moustiquaire, qu'est-ce que vous avez contre la moustiquaire? Je dis dormir sur une moustiquaire suppose que l'on se met à l'abri de piqûres de moustiques. Le souci de la moustiquaire, c'est que vous allez au lit à quelle heure? Quand vous allez au lit, vous vous êtes déjà fait infecter par l'anophèle. Donc, vous partez juste pour éviter d'avoir les bruits des moustiques autour de vous. Les chiffres autour de la vaccination, on le disait tout à l'heure, contre le Covid-19 au Cameroun sont extrêmement mitigés. Et pourtant, il existe toute une campagne qui a été lancée par le ministère de la Santé publique pour barrer la voie à la propagation de ce virus au Cameroun. On parle de 0,3% de la population qui s'est entièrement ou alors totalement fait vacciner. Ça suppose première et deuxième dose au moins. Pourquoi, selon vous, les chiffres n'augmentent pas? Pourquoi on reste à ce stade aussi embryonnaire? C'est pas un problème d'aujourd'hui. Et lorsque Covid est arrivé, je l'avais dit, Covid va nous démontrer clairement les défaillances de notre système de santé. Covid est venu nous montrer clairement ce qui se passe depuis en douceur. Et je le dis c'est depuis des années que je le dis et que je dis qu'effectivement, il faudrait qu'on repense la façon de faire la santé au Cameroun. On a l'impression qu'on a mis sur pied une offre de soins de santé et que les populations doivent se démerder à venir s'abreuver. Non, c'est très simple. Ce n'est pas l'homme qui va vers la santé, mais c'est la santé qui va vers l'homme. Ça, c'est le principe. Alors, quand vous avez ce principe, vous ne pouvez donc pas venir et dire aux gens, bon, nous avons mis à disposition le vaccin, allez vous faire vacciner. Il y a une préparation. Moi, la question que je pose généralement, c'est que comment vous faites pour convaincre quelqu'un à aller se faire vacciner lorsque lui, il demande à ce qu'il veut voir un seul malade de Covid? Ça cause problème. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu un problème de communication sur les questions de Covid. Et je le disais, que ça va produire autre chose par la suite. Et nous en sommes là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à quelqu'un d'aller se faire vacciner alors que, honnêtement, les gens n'ont pas été suffisamment éduqués sur la question de Covid et sur la communication tout autour. Il y a pratiquement aujourd'hui, selon les dernières estimations que j'avais faites, on est à 65-70% de la population qui n'y croit pas. Comment vous allez faire pour les vacciner? Et puis autre chose, une population qui est suffisamment enracinée dans la médecine traditionnelle, la médecine locale.
Comment vous faites pour leur dire, écoutez, laissez la médecine locale et allez vous faire vacciner? Ça cause problème. Donc, il y a un travail de fond qui, normalement, doit être fait. Et malheureusement, on n'en tire pas les leçons parce que c'est maintenant qu'on doit s'asseoir pour écrire un véritable plan de promotion de la santé au Cameroun. C'est maintenant, avec toutes ces failles, qu'on devrait maintenant apprendre et rectifier le tir. On a vu le ministère de la Santé publique au devant de la scène. Albert Zé, le ministre Manaouda Malachi lui-même, lors des points de presse quotidiens au tout début de la maladie, qui donnait des chiffres autour du nombre de personnes contaminées en appelant à porter des masques, à respecter les gestes barrières. C'est une communication quand même un peu agressive, non, qu'on a vu au début. Maintenant, si les gens continuent à être réticents, est-ce encore de la faute de ceux qui avaient, ou alors ceux qui ont le devoir d'en parler aux populations? Ça me cause problème parce que ce n'est pas au ministre de faire la promotion de la santé. Il existe bel et bien une direction de la promotion de la santé au ministère de la Santé. Alors le ministre peut communiquer parce qu'il est un citoyen, il est un patient et il est à la tête du système de santé. Mais ce n'est pas à lui de le faire. Ceux qui doivent le faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien de campagnes de communication y a-t-il eu? Combien? Il n'y en a pas eu. Parce que moi, je le dis généralement, dans mon quartier, j'ai vu personne. J'ai été obligé moi-même de le faire parce que je sens que je suis un acteur. Maintenant, le ministre le fait à travers ses tweets. Il s'adresse à combien de personnes dans la population? Combien en sont sur Twitter? C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, il est question de penser véritablement à l'éducation de masse sur les questions de santé. Et je l'avais fait justement au début de Covid, où j'avais produit des fiches pour l'éducation en français et en anglais, mais malheureusement, je les ai soumis, personne ne s'y est intéressé. Mais est-ce que ce déficit de communication dont vous parlez peut justifier la montée fulgurante des cas au sein de la population? Parce qu'à un moment donné, on a eu des chiffres qui grimpaient et qui ont atteint des pics en termes de nombre de personnes contaminées, même en termes de nombre de morts. Et aujourd'hui encore, au sein de la population, on nous parle d'un nouveau variant, le variant Delta, qui fait des ravages, mais nous vivons tous comme si de rien n'était, comme si la maladie était terminée, comme s'il n'y avait absolument rien. Vous avez d'ailleurs interpellé le président de la République sur la question, en lui adressant une lettre ouverte. Qu'en est-il exactement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons eu beaucoup de ratés au niveau de la riposte. Il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de semblants qui ont plombé le plan de riposte. Et je l'ai toujours dit, certains trouvent que c'est excessif, mais je pense que lorsqu'on a l'amour de son pays, il faut mettre parfois des émotions. Il faut parfois parler avec une certaine dureté. Parce qu'il s'agit des vies des millions de personnes. Alors, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle actuelle, où vous avez une absence totale de communication gouvernementale, alors qu'actuellement, la situation Covid est peut-être pire qu'au début. Parce que j'ai des retours sur le terrain et je vous assure, pratiquement, j'ai un bon nombre de mes étudiants personnels de santé qui sont sur le terrain, qui sont infectés actuellement, bien qu'étant vaccinés. Donc, vous voyez que la situation est suffisamment grave et on a fait tout un focus sur de l'argent. On a oublié d'évaluer le plan de riposte et l'améliorer. Et c'est pour cela que j'avais interpellé le président de la République pour dire il faut améliorer ce plan de riposte. Parce que nous avons la CAN qui arrive. Est-ce qu'on va continuer à le faire ainsi? Et dès le départ, je le disais déjà que si nous ne faisons pas attention, quelque chose peut se passer dans ce pays. C'est-à-dire qu'on va rester comme nous sommes en train de vivre là, mais vous allez voir que des gens vont tomber à gauche et à droite. Et on va les enterrer comme si rien n'était, mais sans savoir que c'est Covid. C'est une situation qui était arrivée au Sud Cameroun il y a quelques années. J'étais encore tout petit. Et il y avait une étrange maladie. En fait, les gens trouvaient que c'était une maladie étrange. Quelqu'un commençait à faire des selles, à vomir. Et dans les heures qui suivaient, c'était la catastrophe. Alors, on a attribué ça au mystique. Parce que les gens ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et beaucoup de gens sont décédés. J'ai perdu même des cousins. Là à la maison et tout le reste. Alors, quelques années après, quand je commence à m'intéresser en fait à tout ceci, je me suis rendu compte que ce n'était rien d'autre que le choléra.
Mais parce que la population n'avait pas assez d'informations, n'était pas assez outillée pour comprendre que c'était juste du choléra, les gens en sont décédés en vrac. Et c'est la même situation que nous sommes en train de vivre actuellement parce qu'il y a effectivement des morts Covid, il y a effectivement un regain de Covid sur le terrain, mais il y a une absence complète de communication gouvernementale. On a l'impression que le gouvernement a dit « Ok, c'est terminé cette affaire, on passe à autre chose ». Mais est-ce que c'est véritablement ça? Donc, moi je pense toujours qu'on a encore la possibilité de revoir ce plan de riposte dans son entièreté et de refaire les choses telles que cela doit être fait. Vous avez parlé tout à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, qui pointe à l'horizon. Devons-nous craindre? Oui, évidemment. Évidemment, nous allons recevoir des étrangers. Et lorsque nous le savons tous... Et quand vous regardez, avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics font quelque chose pour minimiser le mal à l'arrivée? C'est ça que je dis. Je déplore en fait ce qui est fait, ce silence qui existe actuellement. C'est un silence qui ne nous arrange pas. Parce que à partir de ce moment, vous voyez bien que la situation ne fait qu'évoluer sur le terrain. On n'a pas revu le plan de riposte. Personne n'en parle. Le ministre de la Santé non plus n'en parle plus jamais. Il n'a plus jamais parlé de Covid, même sur ces tweets qui sont devenus assez rares aussi. Donc ça cause problème en fait dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut savoir une chose. La crise sanitaire peut commencer lentement. Elle évolue lentement pendant peut-être même des années, mais vient avoir un tournant très dangereux à un moment donné. Donc il faut toujours rester en éveil, évaluer les stratégies mises en place et les restructurer ou alors les actualiser à tout bout de champ. C'est déplorable qu'aujourd'hui on nous parle tout simplement de aller vous faire vacciner comme si c'était la solution miracle. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Parlons de cette autre question, peut-être pour sortir de cette émission. Vous êtes assez réservé, voire même très critique sur la question de la couverture santé universelle au Cameroun. Le gouvernement a initié une démarche allant dans le sens de l'instauration de cette couverture santé universelle pour les citoyens camerounais. Mais vous trouvez que tel que c'est fait aujourd'hui, on est dans une sorte de cafouillage et que ça ne produira absolument rien. Pourquoi êtes-vous si critique sur la question? D'accord, je vais vous expliquer une fois de plus cette histoire. Peut-être c'est merci parce que vous avez gardé cette plage pour cela. Ce que je voudrais dire ici, premièrement, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Ce qui est fait au Cameroun actuellement, c'est pas la couverture santé universelle. Parce qu'il y a une différence entre la couverture maladie et la couverture santé universelle. C'est différent. Et j'explique. La couverture santé universelle est une cible, un peu comme l'émergence, où nous nous sommes dit on va atteindre l'émergence en 2035. Un peu comme Santé pour tous en l'an 2000. Voilà, exactement. Donc, on a une cible qu'on veut atteindre, c'est-à-dire la couverture santé universelle qui est quoi? C'est-à-dire un idéal pour un système de santé, donner la santé de qualité à toute la population sans qu'il ne puisse s'appauvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'assurance maladie qui est la couverture maladie universelle, on peut le dire comme ça, n'est rien d'autre qu'une assurance qui permet justement de briser les barrières financières d'accès aux soins. Et ça, c'est le dernier processus dans l'élaboration du processus de renforcement d'un système de santé. C'est le dernier processus. C'est-à-dire lorsque vous avez déjà mis sur pied une offre de soins de santé de qualité, ça se fait en 3 étapes. Maintenant, la 4e étape, c'est la mise en place donc, de la couverture maladie qui est l'assurance maladie. Et nous voulons commencer par la fin. C'est pourquoi je dis, attention, ça cause problème parce qu'à ce moment, on a l'impression qu'un patient arrive à l'hôpital et directement on l'amène au bloc sans l'avoir diagnostiqué. Et je ne suis pas sûr que ces soins seront sérieux. C'est ça le problème. Et j'explique donc par la suite. Expliquez clairement, oui. Albert Zé, pour ceux qui nous regardent, la donc, différence entre la CSU, la couverture santé universelle, dont le gouvernement nous parle, et l'assurance maladie. Je dis donc ceci, oui. Le gouvernement parle de couverture santé universelle. Et j'ai souvent dit qu'ils sont hors sujet. Je le prends sur moi parce que réellement, ce qui est fait, c'est plutôt l'assurance maladie. Ce n'est pas la couverture santé universelle. Ce à quoi nous tendons, vous voulez dire. Oui, c'est l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on nous parle de couverture santé universelle, mais le contenu
est un contenu d'assurance maladie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un abus de langage. Alors, voilà, exactement. Oui. Maintenant donc, pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher? Ça ne peut pas marcher parce que quand vous avez sur un marché, vous avez une offre qui est inférieure à la demande, il faut trouver d'abord les mécanismes pour booster cette offre avant de commencer à réfléchir sur un quelconque mécanisme qui peut gérer, qui peut aboutir à une baisse de prix. Et j'ai souvent expliqué, peut-être pour une énième fois, je prends cet exemple pour que les gens puissent bien comprendre. Alors, j'ai souvent pris l'exemple d'une maman qui vend les beignets au quartier et qui produit 100 beignets. Et on suppose qu'un beignet, c'est une personne qui achète un beignet et consomme. Et la maman a une demande de 150. Donc, elle a un gap de 50 qu'elle ne peut pas et le beignet coûte 25. Donc, son marché est déséquilibré. Le problème ici, c'est qu'il faut nourrir les 150 personnes. Comment on fait pour nourrir les 150 personnes? C'est ça la question. Alors, quelqu'un va sortir de nulle part et va vous dire, écoutez, pour résoudre ce problème, on va chercher un mécanisme qui permet de baisser le prix du beignet. Vous comprenez que c'est de l'arnaque, c'est de la duperie, c'est fallacieux comme solution. Alors, lorsque vous mettez donc une assurance qui permet de baisser le prix du beignet de 25 à 15 francs, vous allez voir que la baisse du prix va engager une autre demande. Parce qu'il y a des gens qui avaient 15 francs, mais ils n'étaient pas éligibles en fait. Vous avez donc la demande qui est boostée et l'offre reste la même. Donc on a maintenant une offre qui est statique et on a une demande qui a été boostée. Peut-être on est à 200 ou 250. Vous voyez que l'écart s'est aggravé. Et à partir de ce moment, il commence donc à naître d'autres processus sur le marché parce que vous avez 200 personnes qui sont alignées pour 100 beignets. Il y a des gens qui savent que pertinemment, ils ne peuvent pas avoir des beignets. Il faut maintenant donc corrompre. Et cette corruption, le temps perdu dans les rangs ou quoi que ce soit, rentre dans les coûts indirects qui vont faire à ce que le prix va augmenter implicitement. C'est-à-dire qu'officiellement, vous aurez 15 francs, mais ce que les gens déboursent, normalement pour avoir le beignet, sera plus de 25. Donc, vous avez pensé baisser le prix, mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Et je vais prendre un exemple pour finir. Pour terminer rapidement. Pour terminer. Vous savez qu'actuellement, le Cameroun a 0,08 médecins pour 1000 habitants. Et les spécialistes sont très rares. Je ne vais pas donner les noms des hôpitaux, mais vous savez qu'il y a des hôpitaux aujourd'hui où, quand vous voulez voir un spécialiste, il y a une enveloppe que vous donnez qui n'entre dans aucune caisse. C'est ce genre de corruption qui va s'accentuer avec un projet pareil quand le système de santé n'est pas prêt. Merci Albert Zé d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.